Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la validation dématérialisée pour les systèmes informatisés proposés par ADN. Donc je suis Aurélie Deriveau, je suis responsable du pôle qualité chez ADN et je suis ici aujourd'hui avec Philippe Baron, le fondateur d'ADN, et Sienne Louni qui vous fera la présentation. Voilà. Donc ADN, on est Siam, je te laisse passer la slide numéro 2. On est une société de conseil qui existe depuis 1993, donc ça va faire pas mal d'années. On est répartis majoritairement sur 2 sites qui sont Lyon et Paris, et on est répartis en 4 pôles de compétences. Enfin, tous les consultants sont répartis en divers pôles de compétences qui sont la qualité, l'agilité, l'ingénierie système et la sérialisation. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des consultants qui soient formés aussi bien sur les aspects réglementaires, qualité, mais aussi qui maîtrisent les équipes techniques, puisqu'on a dans nos équipes des développeurs, des ingénieurs système, des ingénieurs qualité réglementaire et des pharmaciens. Donc ça va nous permettre de vous proposer un large éventail de services, aussi bien sur les aspects qualité réglementaire que vraiment sur les aspects techniques et sur l'aspect outillage. Donc notre vision, c'est vraiment de se focaliser sur la valeur des activités plutôt que sur la production documentaire, et notamment pour ce qui concerne la validation. Donc, c'est vraiment de vous aider à générer des données de qualité, à répondre aux exigences réglementaires et tout ça sans freiner le métier. Vous verrez dans ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser un outillage adapté. Et bien sûr, tout ça pour mettre en place des processus qui soient là au service des métiers, reproductibles et sécurisés, et qui, par la même occasion, répondent aux exigences qualité réglementaires. Donc, on a un catalogue de services. On vous propose plusieurs prestations de services qui vont de la validation des systèmes informatisés classiques et aussi de la validation dématérialisée, de l'outillage, des revues périodiques, des audits de process, de pratique, des audits de fournisseurs classiques ou SaaS. Donc voilà, toutes les activités qui sont relatives à la validation des systèmes informatisés, aussi bien en cycle en V classique qu'en mode agile. On a aussi des consultants qui peuvent vous aider si vous êtes une entreprise du dispositif médical à monter vos dossiers de marquage CE et à être conforme, par exemple, aux normes 62304. Et on a des intégrateurs Atlassian qui vous permettent de vous aider à l'utilisation de ces outils dans vos diverses pratiques quotidiennes. Voilà, donc je vais vous souhaiter un bon webinaire. Encore une fois, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, sachez que la présentation est disponible au format PDF dans l'onglet documents à distribuer. Tout au long de ce webinaire, on vous enverra quelques sondages qui nous permettront un petit peu d'animer ce webinaire et de recueillir votre feedback sur certains sujets. Et voilà, vous avez un onglet questions qui vous permet de poser des questions et on essaiera d'y répondre soit pendant le webinaire, soit à la fin du webinaire. Donc Siam, je te laisse la main. Alors juste Et avant, très je bon vous ai webinaire à envoyé tous. le lien vers le catalogue, notre catalogue de services. Donc si pendant la présentation, voilà, vous pouvez essayer d'y accéder et normalement c'est relativement simple, hein. Voilà. Ok. Du coup, merci Philippe, merci Aurélie. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence. Donc, comme Aurélie l'a dit au départ, moi, je suis Siam Louni. Je suis consultante en validation de systèmes informatisés chez ADN. Et aujourd'hui, je vais du coup vous présenter ce webinaire qui va porter sur la validation dématérialisée des systèmes informatisés. Donc, la présentation va reposer du coup sur 3 piliers. Nous allons commencer par introduire le contexte, les outils Atlassian et leur domaine d'application. Ensuite, nous allons parler du besoin au niveau de l'industrie et des exigences de l'écosystème applicatif et comment répondre à ce besoin avec les spécifications fonctionnelles des outils et propositions de mise en œuvre. Donc, le changement d'une validation papier qui est une validation classique à une validation sans papier, donc dématérialisée, constitue un changement de paradigme
puisque une validation papier est basée sur de la documentation, alors qu'une validation sans papier est plutôt basée sur la donnée. Et donc là, nous avons repris un extrait du GAMP 5 seconde édition qui statue que la documentation et les livrables n'a pas besoin d'être gérés de façon traditionnelle, mais qu'ils encouragent plutôt d'utiliser des outils et softwares pour cette gestion. Juste une petite chose, Siem. Je crois que dans le sondage, on a un petit sondage sur cette fameuse édition. Je vais me permettre de le lancer. Hein. Oui, allez-y. Voilà, si tout le monde pouvait voter, ça permettrait déjà de savoir un peu où on en est. Hein. Et d'orienter aussi peut-être un petit peu la vitesse de la présentation. Donc là, j'ai 90% des gens qui ont voté, donc il m'en manque encore quelques-uns. Voilà. Il me manque quelques personnes qui n'ont pas encore voté. Je suis désolé, je pousse encore. Ça serait bien d'avoir les 100%, je suis à 95%. Bon. OK. Et donc, je vais partager le résultat. Hein. Voilà, donc on a une majorité des gens qui ne sont pas au courant, mais ça a quand même bien évolué, hein, puisque c'est un document qui est sorti en septembre 2022. Voilà, je te laisse continuer. Merci Philippe. Donc là, un autre extrait du GAMP 5 seconde édition qui présente les changements par rapport à sa précédente version, notamment en matière de gestion documentaire. Et par conséquent, avec le développement de différents outils, la gestion de la documentation se tourne de plus en plus vers la dématérialisation. Alors, pour réaliser donc cette validation sans papier, qui est basée sur la donnée, nous avons besoin d'outillage et d'un écosystème applicatif. Donc, chez ADN, nous utilisons l'écosystème Atlassian qui permet d'avoir accès et de collaborer sur les projets, le tout au même endroit, et qui englobe un ensemble d'applications intégrées. Par exemple, vous avez Jira Software pour la gestion des projets agiles, Confluence pour la gestion du contenu et la gestion documentaire, Bitbucket pour la gestion du code source, des livraisons et d'intégration continue, et Jira Service Management pour la gestion des changements. Donc, l'écosystème Atlassian va permettre dans ce cas-là de partager, d'analyser et de piloter des projets de validation à distance. Maintenant, pour les domaines d'application de cet écosystème, celui-ci est applicable dans l'industrie des dispositifs médicaux et l'industrie pharmaceutique, pour tout système informatisé utilisé dans le cadre d'activités réglementaires. Il peut être utilisé pour des projets gérés avec le cycle en V et pour des projets gérés en agilité. Donc, l'écosystème Atlassian permet de faciliter le travail collaboratif, de garantir la traçabilité et l'intégrité des données, de gagner du temps en routine, de maîtriser les responsabilités et les workflows. Il vous permet d'avoir un processus reproductible avec des preuves qui peuvent être utilisées dans le cas d'audit ou d'inspection. Donc, une validation dématérialisée doit répondre aux mêmes exigences qu'une validation papier. Donc, elle doit pouvoir documenter et tracer de la planification, donc tout ce qui est stratégie, responsabilité et livrable, les exigences et les spécifications du système, tout ce qui est gestion de risque et vérification avec les preuves de test, la matrice de traçabilité, la gestion des anomalies, les rapports et le maintien en l'état validé avec la gestion des changements et les revues périodiques. Donc, comme nous venons de voir, une validation dématérialisée doit maintenir, voire surpasser la qualité d'une validation papier. Alors, la question comment notre écosystème peut satisfaire ces exigences se pose.
Donc, la première étape pour satisfaire ces exigences est de pouvoir renseigner des éléments identifiés. Donc, avec une qualification qui est basée sur la donnée plutôt que sur la documentation, nous avons la possibilité de saisir des éléments sous forme unitaire et non sous forme de regroupement dans un document. Et nous trouvons également tous les éléments classiques d'une validation réglementaire, à savoir donc les exigences, les risques, les non-conformités, les tests et les exécutions. Et donc là, c'est ce qui est appuyé par le GAMP 5 dans sa seconde version. Donc, comme je viens de le dire, nous pouvons classer les éléments sous format unitaire. Donc, nous aurons des éléments de type URS, des éléments de type FS, des éléments de type risque, des éléments de type test et des éléments de type test execution. Aussi, l'outil, donc, il permet de lier entre ces éléments avec des couvertures. Donc, nous pouvons lier, par exemple, des URS à des FS à des risques et à des tests et des tests execution. Cette classification unitaire permet de garder sous contrôle donc, le statut final de l'élément, le rendant non modifiable. Il permet de garder sous contrôle la version du système et d'avoir un historique des changements qui est tenu à jour. Là, c'est un exemple d'URS avec différentes versions pour chaque unité. Donc, chaque URS a sa propre version, ce qui permet d'éviter de mettre à jour la version de tout le document, comme nous avons l'habitude de faire dans nos validations classiques. Là, vous avez un exemple donc, de projet SMQ Demo 2. Et là, vous avez une vue sur le Kanban Requirements qui regroupe les URS et les spécifications. Et donc, vous pouvez voir les différents tickets qui sont filtrés uniquement pour voir les tickets de type URS. Et donc, vous pouvez filtrer sur d'autres tickets si besoin. Donc, en entrant du coup dans le détail d'un des tickets, nous avons les éléments d'identification de cette URS. Donc, vous avez l'icône du type d'élément, la clé de l'élément, le nom de l'élément, la description, la couverture par des FS, donc c'est les éléments qui sont reliés à cette URS, l'historique qui vous permet de voir donc qui a fait quoi et quand, la priorité du requis, la version, le créateur du ticket et la personne pour qui il a été assigné et le statut de l'élément. Donc, ces éléments sont éditables. Par contre, la clé, elle est attribuée automatiquement par Jira. Il est impossible de la changer. Donc là, nous avons la possibilité de catégoriser les éléments avec des labels pour plus de lisibilité. Donc, par exemple, vous avez ici une URS de type réglementaire qui est la signature électronique. Et là, vous avez une URS de type général qui est l'ID et le password. Donc, ça peut vous permettre, donc les labels peuvent vous permettre de catégoriser vos éléments selon les besoins du projet. Voilà. Donc là, c'était pour les URS ou tout ce qui est requirements en tout cas. Et là, nous passons à un autre exemple qui est la gestion des risques. Donc, pour la gestion des risques, plusieurs possibilités s'offrent à nous. On peut utiliser un module qui s'appelle donc Soft Comply qui est intégré dans Jira et qui est dédié aux analyses de risques. Donc, Soft Comply donne la possibilité de choisir la méthode de calcul de risque, par exemple la méthode ASOP ou la méthode INDEC. Et il vous donne aussi la possibilité de choisir une matrice de risque qui est éditable. Donc, vous pouvez rajouter ou supprimer des lignes ou des colonnes. Et ensuite, avec ces deux éléments-là, en définissant vos risques, Soft Comply va permettre de calculer donc, le risque.
Et une fois que tous les risques ont été identifiés et les calculs faits, vous avez la possibilité d'exporter cette matrice de risque sous format Excel. Donc ça, c'est pour Soft Comply. Ensuite, vous avez une autre possibilité, c'est de créer des tickets de type risque directement dans Jira, comme pour les URS ou les spécifications. Donc, les tickets de type risque vont être gérés dans un Kanban et vous allez définir dans ce Kanban-là les éléments de ce risque. Donc, par exemple, la sévérité, la fréquence d'apparition de ce risque. Et ensuite, avec des règles de calcul ou d'automatisation Jira, vous avez la possibilité de créer donc des règles de calcul et vous pouvez les appliquer pour calculer le risque de chaque unité. Donc, comme vous voyez sur cet exemple-là, donc moi j'avais défini GXP, probabilité, sévérité, et avec une règle d'automatisation que j'avais créée, j'ai pu, enfin Jira calcule le risque final. Donc ensuite, donc nous avons Je me permets juste de couper, Oui. Siem. Je vais juste envoyer un petit sondage. On avait juste un petit sondage pour savoir quels étaient les outils que vous utilisez actuellement pour votre analyse de risque. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites sous format Excel, Word, donc comme on le voit en validation classique historique? Est-ce que vous utilisez déjà Jira ou ce type d'outil pour le faire, ou est-ce que vous avez un autre outil qui vous permet d'automatiser les analyses de risque? Parce que là, ce qui est formidable là, c'est que il y en a un qui bat tout le monde à plat de couture. Hein. Ok, très bien. Bon, on en a un qui bat les autres à plat de couture, donc je pense qu'on est à 90% de votants, mais on a une réponse qui est quand même assez flagrante. Donc on a quand même 95% d'utilisation d'Excel pour l'analyse de risque, ce qu'on voit assez classiquement. Ce qui fait que du coup, ça rend les choses. La difficulté, c'est de faire de la gestion de risque collaborative avec les équipes d'intégration ou les équipes de développement ou la R&D, bon, en fonction du contexte dans lequel on est, quoi. Hein. C'est un petit peu le problème. Et plus complexe à maintenir dans le temps. Oui. Très bien. Bien, merci Siem, merci à tous, et Siem, je te redonne la main. Merci du coup Philippe, merci Aurélie. Donc là, maintenant, nous allons passer à la partie test. Et donc, les tests sont également gérés unitairement et ils sont gérés avec le module X-Ray. Donc là, vous avez un exemple d'un ticket de type test et vous voyez donc les éléments d'identification de cette unité ou de cet élément. C'est à peu près les mêmes que ce que nous avons vu pour les spécifications. Nous allons donc trouver toujours l'icône du type d'élément avec la clé Jira, le titre de l'élément, donc la couverture avec les FS, la phase de test, la personne assignée et le statut de l'élément. Par contre, ce qui est différent pour un ticket de type test, c'est que nous avons donc une partie test proprement dite où nous allons trouver le prérequis du test, donc nous allons le définir, le prérequis du test ou la précondition, et le scénario du test. Donc, dans le scénario, nous allons définir les actions et les résultats attendus de ce test-là, donc step par step. Ensuite, et toujours avec X-Ray, nous pouvons faire des exécutions de tests. Donc là, vous avez une vue sur une exécution. Dans l'exécution, donc vous allez trouver une partie générée automatiquement qui vous permettra de suivre en fait votre test avec donc la date de démarrage, enfin la date et le temps de démarrage et la date et le temps de fin.
la personne pour qui a été assigné et la personne qui a exécuté, la version du test et l'environnement de test. Ensuite, dans l'autre partie, nous allons retrouver donc les actions et les résultats attendus que nous avions définis au départ. Et ensuite, nous avons la possibilité de renseigner le résultat réel que nous avons trouvé après exécution. Et dans la partie résultat réel, nous pouvons rajouter des commentaires, rajouter des défauts, rajouter des évidences, donc des captures d'écran pour la step en question. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, nous allons statuer sur le statut du test. Donc, est-ce qu'il est passed ou failed? Ensuite, toujours avec la partie exécution, X-Ray vous donne la possibilité de voir une sorte de compte rendu de ce qui s'est passé pendant votre test. Donc, vous allez trouver une partie findings où vous allez trouver listé donc toutes les anomalies avec les steps où vous avez trouvé ces anomalies et la liste de toutes les preuves de test avec les steps où ces preuves ont été rajoutées. Donc, nous venons de voir la première étape pour une validation dématérialisée. La deuxième étape dans cette validation dématérialisée, c'est de pouvoir appliquer des workflows paramétrables. Un workflow, c'est le processus séquentiel par lequel une tâche est accomplie du début jusqu'à la fin. Donc, pourquoi nous avons besoin de workflow? Parce qu'il sécurise les étapes indispensables requises par la réglementation, parce qu'il simplifie les flux, que ce soit de revue, de correction ou d'approbation, et parce qu'ils permettent de s'organiser, ce qui nous donne un gain de productivité. Et pourquoi ces workflows sont paramétrables? Parce qu'ils s'adaptent au processus et à l'organisation de l'entreprise. Ils s'adaptent également à la stratégie de validation de l'entreprise. Ils s'adaptent au système et au type d'éléments. Donc, un workflow pour des éléments de type URS, par exemple, peut différer d'un workflow des éléments de type bug. Mais on peut adapter aussi le workflow au projet. Hein. C'est oui. ça que l'éditeur de workflow est quand même très, très convivial. Oui. Donc, le chef de projet, il a la possibilité de dire, bon, OK, moi, dans le contexte de mon projet, je peux l'adapter. Voilà. Oui. Donc là, j'ai mis un exemple de workflow paramétrable qui était appliqué sur des éléments de type URS. Et là, c'est un workflow qui est appliqué pour des éléments de type test execution. Et donc, avec les workflows paramétrables, vous avez la possibilité de rajouter, supprimer des étapes selon le besoin du projet et selon, selon les besoins. Là, je vais faire juste un petit commentaire. Oui. Tu peux revenir sur le workflow. Oui. Voilà, vous voyez ici que sur la droite, vous avez all. C'est-à-dire qu'en fait, on peut passer à ce stade-là n'importe comment. Bon, là, c'est une configuration qui est non contraignante, qui est volontairement non contraignante. Mais en revanche, si on veut faire un workflow contraignant, ben, on va dire que je ne peux passer que de tel état à tel état. Je peux même aller plus loin. Je peux dire, pour passer de tel état à tel état, il me faut une signature électronique ou il m'en faut pas. Ou je peux déclencher, comment dire, une tâche. Enfin, voilà, je peux faire pas mal de choses. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est avec les workflows et avec les statuts, il va être possible en fait de mettre en place quelque part des règles de gouvernance associées au projet. Et on verra que c'est très utile, notamment lorsqu'on veut utiliser le même outil pour, je dirais, faire du cycle en V ou de l'agilité. Et dans l'agilité, en fonction des projets, on peut être amené à avoir des règles de gouvernance, je dirais, un petit peu différentes, ou à contrario, avoir des règles de gouvernance spécifiques à l'agilité, auquel cas, on va avoir des workflows qui seront peut-être un peu différents des workflows plutôt cycle en V. Quoi, hein. Mais on peut faire beaucoup de choses, et c'est à la main de l'administrateur comment dire, du projet
voilà, et ça c'est assez facile à faire, avec ou sans signature électronique. Je referme la parenthèse. Merci, merci Philippe. Ouais, donc voilà. Ensuite, la troisième étape dans une validation dématérialisée avec l'environnement Atlassian est d'avoir une traçabilité entre les éléments. Donc la traçabilité, elle garantit que les exigences sont satisfaites et traçables jusqu'aux éléments de configuration ou de conception, et que ces exigences sont vérifiées et traçables jusqu'aux activités de test, ce qui nous permet d'adapter donc le degré de détail au risque et à la complexité du système. Par exemple, pour des produits non configurés, nous allons nous contenter des URS, des risques et des tests. Par contre, pour des produits développés, nous avons besoin donc de tous les éléments d'une validation, des URS, de toutes les spécifications, des risques et des tests. Donc là, je vais me permettre juste de te couper, oui. Siem. On a un autre petit sondage pour savoir comment actuellement vous réalisez votre matrice de traçabilité. Donc encore avec les outils classiques Excel, Word, Jira, HPALM ou un autre outil. Donc est-ce que vous faites ça de manière plutôt historique classique ou est-ce que vous êtes outillé pour le faire de façon automatisée? Allez, on n'a que 70% de votants. Il faut qu'on monte à 90 ou 95. Ah, on a 80, donc il nous manque encore quelques personnes. 85, est-ce qu'on va arriver à faire 90? Oui, non? Encore un petit effort. Ok, bon, on partage le Bon, résultat. Ouais. oui, je Et pense encore que une le fois, résultat est encore une fois flagrant. Donc on est sur une grande majorité d'Excel pour faire des matrices de traçabilité. Donc avec toutes les contraintes et les ressources que ça demande et le risque d'erreur aussi humain que cela entraîne. Donc voilà, il y en au-delà a. au-delà d'enchanter les gens qui font des matrices de traçabilité, hein, généralement à la fin du projet pour combler les trous. Oui. Et y avoir une matrice de traçabilité à la fin du projet, ça veut dire que c'est une matrice de traçabilité qui n'est pas utilisée comme outil de gestion de projet, quoi. Voilà. Mais nous avons quand même 6% de gens qui utilisent Jira, hein, pour faire de la matrice de traçabilité. Alors, attendez, j'ai peut-être une petite question. Hop, ah non, elle a disparu. Attendez, je vais voir. Je sais pas ce que j'ai fait là. Peut-être une question. Pas, il me semble que j'ai une question. Non, 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 non. Non, j'ai pas de question. Enfin, bon. Ok. Eh ben, avançons alors. Ok, ben, je vous remercie. Donc ici, c'est l'appendice M5 du GAMP 5, du coup, dans sa seconde édition, et il encourage l'automatisation des revues pour une plus grande efficacité et précision. Avec les outils Atlassian, du coup, il est possible de générer automatiquement une matrice de traçabilité, donc avec les 3 niveaux, Requirements, Specifications et Testing. Et tous ces éléments-là sont des hyperliens et ils vous permettent, si besoin, d'accéder directement au ticket dans Jira. Ensuite, avec X-Ray, nous avons la possibilité d'avoir une traçabilité détaillée, comme vous voyez sur la capture. Et donc, la traçabilité, elle va donc des URS jusqu'au test execution et au bug. Et donc, elle vous permet aussi de voir la couverture. Donc, est-ce que votre URS est couverte par une FS? Est-ce que la Functional Specification est couverte par un test? Est-ce que le test a été exécuté? Le statut du test et est-ce qu'il y a des bugs et le statut des bugs également. Et donc, cette matrice, il est possible de l'extraire en format Excel et vous allez avoir une matrice de traçabilité, du coup, sur un document Excel. Ensuite, une autre étape donc, dans cette validation dématérialisée dans Atlassian, c'est de pouvoir appliquer des filtres et des requêtes.
Les filtres et les requêtes nous permettent de réaccéder facilement aux éléments de validation créés et ils nous permettent de restreindre les éléments qui ressortent dans notre recherche. Ensuite, il est possible de générer des rapports pour le suivi d'éléments dans votre projet, par exemple, aussi avec les filtres et les requêtes. Là, dans cet exemple, nous avons un rapport de test. Et ce rapport de test, il permet de voir l'état d'avancement dans nos tests et qui sont classés par priorité. Donc, vous avez la possibilité de faire plusieurs rapports avec différents filtres. Et donc, ces rapports-là, selon les résultats que vous souhaitez voir, peuvent être utiles pour gérer vos projets, par exemple. Attends, je voudrais faire une petite Oui, remarque. Est-ce que tu peux revenir sur le slide d'avant, sur la matrice? celle-là? Voilà, ouais. Oui. Alors, attends, parce qu'on a une question sur les runs. Hein. Comment ils gèrent les runs? Donc normalement, les runs, en fait la matrice là, elle va se mettre à jour en fonction des runs. Hein. Donc bon, ici sur cet exemple-là, c'est pas forcément flagrant, mais il va vous dire, bah voilà, sur ce run-là, ça a été fail, sur le run d'après, ça a été pass. Donc ça, Oui, il le gère, il le gère bien. Hein, parce qu'on a une question, c'est comment il gère les runs. Hein. Ensuite, j'avais, oui, tu veux rajouter quelque chose, Siem? oui, en fait, juste sur le deuxième URS, donc le 7 là, nous avons le run 1 qui était failed, donc du coup avec les 3 bugs, et le second run qui est passed. Donc il D'accord. peut gérer les runs. Le deuxième élément, mais on va peut-être y arriver. Bon, ça, je la mettrai. Normalement, l'objectif hein, dans le Grand 5, c'est de, voilà, de garder les éléments dans l'outil. Hein, et que le Grand 5, il dit tools instead of document. Hmm. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à dire, bah, voilà, non, moi, j'ai pas besoin de faire l'extraction au format Excel de la matrice de traçabilité, je garde tout dans l'outil. Voilà. Ça, c'est tout à fait faisable. Bon, néanmoins, et c'est peut-être les slides d'après, je crois, sur les exports, nous, Oui, effectivement, ce que l'on ferait pour rassurer les gens, c'est qu'on a dans l'outil, mais on propose l'export, voilà, pour qu'ils se sentent peut-être un peu plus en confiance, et on fait les deux. Hein. Mais la direction, c'est quand même de garder toutes les données dans l'outil, quoi. À terme, ça se terminera comme ça pour tout le monde. Hein. Mais aujourd'hui, on est dans une période de transition, quoi. Voilà. Donc, c'est peut-être ça que tu voulais. Je t'ai interrompu là. oui, enfin, c'était la suite du coup. C'est D'accord. pour, oui, Voilà. c'est la suite. Donc, avec les outils Atlassian, donc comme Philippe vient de le dire, vous avez la possibilité de garder vos données dans l'outil, mais vous pouvez aussi les extraire sous différents formats. Format Word, format PDF, avec impression possible. Vous avez la possibilité de générer donc ces documents en cas d'inspection ou d'audit. Et comme nous avons donc dit au départ, nos éléments sont gérés sous forme unitaire et vous avez la possibilité de créer des documents avec ces éléments-là. Exemple donc de documents, par exemple, vous avez les plans de validation, les spécifications du besoin utilisateur, les spécifications fonctionnelles, l'analyse de risque, les protocoles de test et les rapports de test, les rapports de validation et les rapports de changement pour les revues périodiques. Donc, dans cette capture, nous avons une page Confluence. Et Confluence, donc, c'est un outil Atlassian qui est dédié à la gestion documentaire et qui est relié à Jira avec des requêtes, enfin, pardon. Donc, il est relié à Jira et dans Confluence, dans une page Confluence, nous avons des éléments du template qui sont statiques et des éléments qui sont dynamiques. Donc, les éléments statiques, c'est des éléments qu'on peut...
qu'on peut renseigner, on peut les écrire comme on rédige sur un Word classique. Par contre, les éléments dynamiques, c'est des éléments qui sont importés de Jira avec des requêtes ou des macros. Et donc, tous les éléments qui sont changés ou mis à jour dans Jira vont se mettre à jour dans Confluence également. Donc, ce document-là de Confluence, vous avez également la possibilité de l'exporter en Word ou en PDF. Et donc, les éléments dynamiques, lors des exports, ils seront sous format d'hyperlien qui vous permettent d'accéder aux tickets dans Jira. Là, c'est un autre exemple donc, de génération de rapports qui est un test plan. Et ce test plan, il est possible de le customiser selon les besoins et selon les éléments que vous voulez voir apparaître dans votre extraction. Là, par exemple, nous avons une extraction de type test execution. Sur la capture, donc c'est un seul document. Sur la capture de gauche, c'est une vue d'ensemble de ce qui s'est passé pendant l'exécution, donc pour chaque test. Et sur la capture de droite, c'est le détail d'un des tests. Vous allez trouver donc les actions et les résultats attendus définis au départ, le résultat actuel que vous avez trouvé quand vous avez fait votre exécution, les défauts, donc c'est un lien qui va vous ramener directement dans Jira, et les preuves de test, donc les captures d'écran en miniature qu'il est possible de télécharger avec le lien, et ensuite le statut du test. Par la suite, donc toujours avec les outils Atlassian, nous avons la possibilité d'appliquer des modèles pour un démarrage clé en main, pour sécuriser les étapes indispensables requises par la réglementation, pour limiter le travail de rédaction répétitif et pour mettre en place un processus reproductible. Les modèles sont appliqués au niveau des éléments, avec la présence de champs pour la saisie des informations essentielles, homogénéité. Vous avez la possibilité de les appliquer sur des rapports également pour, par exemple, limiter le temps de saisie, remonter les informations saisies au niveau des éléments, et on peut les appliquer au niveau des workflows pour sécuriser les étapes et définir les responsabilités. Les outils Atlassian permettent aussi d'intégrer la gestion des changements, notamment avec Jira Service Management, qui va vous permettre de gérer tout le processus de gestion des changements pour le maintien en l'état validé de vos systèmes. Il va donc JSM ou Jira Service Management gère donc la gestion des changements avec l'identification unique, la raison, l'analyse d'impact, l'analyse de risque, les tests, les workflows et les dates. Et l'avantage donc de Jira Service Management, c'est qu'il est relié automatiquement avec Jira Software. Là, encore une fois, je me permets de te couper parce qu'on a un petit sondage de savoir actuellement, vous, comment vous faites vos demandes de changement. Donc, est-ce que vous avez soit Jira, soit Word, Excel, Jira Service Management ou un autre outil de gestion du changement du marché? Donc, merci pour les votants. On est à 67%. Du coup, si tout le monde pourrait voter pour qu'on ait… Oui, et si les personnes qui mettent autre peuvent mettre dans le chat en fait le autre. Bon, certains, je connais la réponse. Hein, voilà. Il y a peut-être des gens qui vont mettre GLPI, d'autres qui vont mettre voilà, GLPI, il y a d'autres qui vont mettre peut-être ServiceNow. ServiceNow, ouais. Ok, bon. Voilà. Donc effectivement, on a du ServiceNow et on a du GLPI. Donc on est quand même encore à 62% de Word.
Mm. Et 38% d'autres systèmes, donc ce que vous avez dit Philippe, c'est du GLPI et du service Nord. Merci à tous. Merci, du coup. Donc, on continue. Pour garantir donc le respect de la réglementation en matière de traçabilité, l'écosystème Atlassian permet donc de gérer les responsabilités, les accès et les autorisations. Pour limiter donc l'accès et les actions aux seuls utilisateurs autorisés, pour configurer des niveaux d'autorité pour que les utilisateurs et les administrateurs du système puissent effectuer des opérations comme la création, la modification, lecture, signature pour approbation ou pour validation qualité, pour créer, modifier ou désactiver des comptes utilisateurs, pour gérer les accès des utilisateurs, pour gérer donc les utilisateurs par groupe et les rôles et les autorisations par groupe. Aussi pour garantir donc le respect de la réglementation en matière d'intégrité des données, l'écosystème Atlassian permet les enregistrements et la signature, les enregistrements électroniques et l'audit trail. Donc, l'audit trail, il va vous permettre de tracer l'historique des changements pour les opérationnels et les administratifs. Vous allez trouver donc le détail de toutes les mises à jour avec l'ID de l'utilisateur, l'horodatage et la version. Il est imprimable, non modifiable et impossible à désactiver. Ensuite, la signature électronique est une composante très importante dans la validation de systèmes informatisés. Par conséquent, un module de signature électronique est intégré dans nos outils et il permet une signature électronique unique à un individu. Les documents qui sont signés contiennent des informations associées à la signature, donc le nom du signataire, la date et l'heure d'exécution de la signature et la signification associée à la signature. Donc, est-ce que c'est une signature pour relecture, pour approbation ou c'est la signature du rédacteur du document? Le GAMP 5, dans sa seconde édition, appuie sur le fait qu'il est important de faire la différence entre une approbation et une signature électronique et qu'une signature électronique doit s'utiliser uniquement dans le cas où elle remplace une signature manuscrite et pour certaines activités où elle est requise. Donc ça, c'est une opportunité pour faire un peu de ligne sur toutes vos signatures, hein. Notamment, je pense aux fiches de test là qui sont signées à chaque bas de page. Bon, GAMP 5, il dit là-dessus, voilà, il y a d'autres moyens de faire, hein. Oui, et l'avantage des outils, du coup, quand les exécutions sont faites dans des outils, c'est qu'on a l'audit trail qui trace l'exécution et donc Mais oui. qui peut avoir, qui trace toutes ces informations. Ce qui ne serait pas fait quand vous faites des exécutions en papier, parce que là, du coup, il y a pas, ça ne trace pas qui a fait quoi quand. De toute façon, hein, les gains par rapport à ces actions, on les connaît, hein. Maintenant, on sait que c'est minimum 30% de gains et surtout des gens qui font de la validation qui sont bien plus heureux de travailler comme ça que de travailler en mode papier. Voilà. Voilà. Les choses, les retours, maintenant, on les a, hein. Donc, c'est assez clair de ce côté-là. Alors, on me pose la question, est-ce que cette édition du GAMP 5 n'exige pas la génération d'un plan de validation et des protocoles? Si, ça va. On va toujours avoir un plan de validation et peut-être des protocoles. Bon, là, c'est un sujet. Les protocoles, on n'est pas rentré vraiment dans le détail, hein. On est surtout axé sur les cas de test, mais on peut avoir effectivement des test plans, ok? Et les test plans vont remplacer les protocoles. Et soit on est tout data et on garde le test plan, soit on fait le test plan qu'on met dans une page Confluence, soit on peut mettre en forme à partir d'un objet test plan. Enfin, il y a différentes possibilités, hein. N'oublions pas que le GAMP 5 aussi, seconde édition, hein, voilà,
il fait la part belle au critical thinking, à l'approche CSA, hein, Computer Software Assurance, pour justement être capable de régler le curseur aussi en termes de test. Hein. Bon, mais je ne voudrais pas perturber Siem plus longtemps parce qu'on a des sujets très intéressants qui sont dans l'esprit du GAMP juste après, notamment sur la gestion de projet, etc. Au revoir. D'accord, merci Philippe. Donc, l'avantage de ces outils est qu'ils s'adaptent aux méthodes dites agiles et donc ils vous permettent de générer les preuves à chaque version sans freiner l'équipe tout en assurant la sécurité du patient et la conformité réglementaire de la release. Ils permettent également d'avoir une démarche compatible avec des mises en production plus fréquentes, l'agile DevOps, et ils permettent une traçabilité jusqu'au code et son contrôle. Et donc, avec ces outils, nous avons la possibilité de gérer les versions, les livrables de chaque version et les releases. Ensuite, pour définir le DevOps, c'est un ensemble de pratiques qui met l'accent sur la collaboration et la communication entre les développeurs de logiciels et les professionnels des opérations informatiques, en automatisant la livraison des logiciels et les changements d'infrastructure. Cette automatisation, donc, elle va permettre d'améliorer la fréquence de déploiement, d'accélérer la mise à disposition pour les utilisateurs finaux, d'avoir un taux d'échec plus faible pour les nouvelles versions, de réduire les délais entre les corrections et d'améliorer le temps moyen de récupération. Vous avez un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour gérer vos projets DevOps et ce que le GAMP 5, donc dans sa seconde version, nous pousse à utiliser dans nos projets de validation dans le but d'améliorer nos preuves de conformité. Par conséquent, quand on parle de DevOps, ça fait sens d'automatiser un certain nombre d'activités, notamment l'automatisation des tests, ce qui aura un impact sur les ressources. Donc, nous allons avoir un gain au niveau des ressources, un gain de temps à long terme avec des cycles de tests réduits, un gain de coût à long terme puisqu'un test automatisé devient rentable au bout de 5 exécutions. Il nous permet donc d'avoir plus de releases annuelles et il s'adapte aux méthodes de développement type DevOps. Et donc, l'outil utilisé doit permettre de générer des enregistrements et des preuves d'exécution. Le but des tests automatisés est de les intégrer aux chaînes DevOps et d'avoir une remontée de résultats de tests avec des preuves de tests qui pourront être utilisées donc dans le cadre de nos activités de validation. Et du coup, pour réaliser cette automatisation des tests, plusieurs outils existent, tels que donc X-Ray que nous avons présenté au début de la présentation, mais d'autres outils existent, par exemple Cucumber ou encore Selenium. J'aurais peut-être complété là ce qui a été dit. Bon, le GAMP 5, dans l'esprit même du GAMP 5, c'est la capitalisation, je dirais, des efforts fournisseurs. Voilà. Aujourd'hui, quand vous êtes, on a beaucoup de clients, quand vous travaillez avec un intégrateur, et souvent il y a besoin d'un intégrateur, l'intégrateur aujourd'hui sur un système informatisé, la plupart du temps, il va travailler en mode agile. Et donc se pose la question de savoir en fait comment on va éviter la redondance des tests qui sont faits par l'intégrateur ou comment on va s'assurer que l'intégrateur a bien fait les tests. Le fait de travailler avec la même plateforme va faciliter la transparence sur les activités réalisées par l'intégrateur et donc favoriser le fait qu'on capitalise. Donc, si vous avez un intégrateur qui utilise Azure DevOps pour travailler, nous c'est le cas par exemple sur un projet, on utilise la plateforme Azure DevOps
et on s'assure qu'il a bien fait les tests unitaires ou ses tests qualité simplement. Et nous, on va faire nos tests à nous, mais on va éviter qu'il n'y ait pas redondance. Ou tout simplement, nous, nos tests, on va les dérouler que lorsqu'on est sûr que sur les problèmes qu'on aura remontés en recette, tous les bugs critiques seront bien fermés. Donc le fait d'avoir une plateforme collaborative où on a l'intégrateur, on a la validation qui travaille sur la même plateforme, ça permet, ça reste dans l'esprit, enfin, on est vraiment dans l'esprit initial du GAMP de capitaliser sur les efforts fournisseurs. Sur les tests automatisés, nous, ce qu'on constate, c'est que d'une part, on a de plus en plus de gens. Alors, bien sûr que sur les tests automatisés avec DevOps, il y en a. Hein. Alors, bien sûr, il y a tous les tests unitaires. Les tests end-to-end, de plus en plus, dans une chaîne, je dirais, DevOps, mais également aussi pour des projets qui sont développés, entre guillemets, un petit peu en cycle en V. On voit que, par exemple, certains éditeurs de RP, je pense notamment à Sage X3, ils proposent aujourd'hui des bibliothèques de tests automatisés. Voilà. Et quelle est l'idée derrière cette notion de bibliothèque de tests automatisés? C'est qu'en fait, quand vous achetez la bibliothèque, la rentabilité du test automatisé, elle est accessible beaucoup plus rapidement. Parce que comme l'a dit Siem, développer un test automatisé, ça prend du temps, quoi. Donc pour le rentabiliser, il faut faire pas mal d'upgrades. Si vous êtes il y a des projets qui s'y prêtent bien, et des projets comme des ERP, on ne change pas d'ERP ou on ne fait pas des upgrades, je dirais, tous les trimestres. Donc dans ces cas-là, avoir acheté déjà des bibliothèques de tests déjà automatisées, ça devient très intéressant. Donc ce que dit également le GAMP 5 dans sa seconde édition, c'est qu'il encourage les gens à aller vers les tests automatisés. Okay, et voilà, c'est quelque chose, c'est une offre qu'on propose chez ADN parce que c'est vrai que c'est un vrai savoir-faire et c'est des compétences différentes, je dirais, de consultants validation plutôt orientés fonctionnels ou issus du fonctionnel. Voilà. Donc il n'y a pas que Selenium, hein, il y a d'autres outils voilà, qui existent. Bon, voilà. Mais le temps passe, donc je te rends la main. Merci Philippe, merci. Donc voilà, comme Philippe vient de le dire, l'automatisation, c'est quelque chose qui est encouragé dans la seconde édition du GAMP 5, puisqu'elle va apporter des bénéfices en termes de couverture, de répétabilité, du gain au niveau du temps et donc un gain au niveau du coût. L'avantage de ces outils également, c'est la possibilité d'y intégrer la gestion de projet via Tempo et BigQuant, ce qui permet donc de définir les responsabilités, assigner les activités et les actions, avoir un système de notification et de planification, gérer le temps, les ressources et les coûts. Donc, pour conclure, les outils Atlassian permettent de faciliter les échanges et la coopération, faciliter la recherche d'informations et la mise à jour. Ils permettent également de sécuriser les process avec une traçabilité renforcée et des circuits de revue et d'approbation plus fiables grâce à l'application de workflows et de templates, et donc augmenter la satisfaction des utilisateurs avec une organisation plus efficace qui s'adapte aux méthodes agiles. Par conséquent, la validation dématérialisée permet de répondre aux exigences réglementaires et qualité de la validation, ce qui permet de se focaliser sur la valeur de la validation plutôt que sur la production documentaire. Et pour cela, nous avons besoin d'outillages qui soient reproductibles et sécurisés. Et donc, pour terminer, j'ai repris une phrase du guide de l'innovation publié par l'ISPE GAMP qui dit qu'avoir une seule source de vérité est plus important que le besoin perçu d'un document traditionnel. Et ils disent également qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser des outils pour gérer vos enregistrements.
puisque maintenant, dans le monde pharmaceutique, nous avons l'habitude d'utiliser des enregistrements pour gérer nos données. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et du coup, Aurélie, je te redonne la parole pour terminer. Voilà, donc là, on vous a juste remis le lien vers notre catalogue de services. Donc, encore une fois, nous, ADN, on est là pour vous accompagner sur tous les domaines de la validation des systèmes informatisés. Voilà, que ce soit réaliser des projets de validation, encore une fois, mode agile, mode classique, qu'on soit sur de la validation plus historique, de la validation dématérialisée. Nos équipes techniques aussi sont là pour vous aider à mettre en place ce type d'outils. Et puis, tout ça peut commencer par des audits. Et des dossiers techniques pour le DM numérique aussi, hein, ne l'oublions pas. Hein. Oui, oui. Donc, vous retrouverez sur notre catalogue de services toutes les prestations qu'on propose. C'est assez détaillé. Voilà. Et bien sûr, on reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce webinaire, sur nos présentations ou autres. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, s'il y en a qui ont des questions. Qui se lance? C'est la première, c'est souvent la première la plus difficile. Pas de questions? Bon. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci Siem pour cette présentation très claire. Hein, Merci à tous. pour cette première pour toi. Donc, c'est très Merci. clair. Ah, si, voilà. Une petite question ou peut-être un remerciement, je ne sais pas. Oui, merci Non, pour un cette session remerciement. très intéressante. Bonne journée. Ben, Ok. merci à vous. Merci à vous, puis n'hésitez pas à revenir vers nous hein, si vous avez des questions. Ce qui marche le mieux pour mettre en place ce genre de démarche, c'est qu'on vous accompagne, comment dire, sur un projet. Voilà, ou que ce soit un projet, même vous avez un projet traditionnel, on vous le fait dans notre environnement et on vous sort les documents. Et comme ça vous permet déjà de voir un peu comment ça fonctionne. Et il y a une partie du projet que vous pouvez faire vous-même et une partie du projet qu'on fait nous-mêmes. Mais nous, on se charge de, voilà, d'enlever toutes les petites problématiques que vous auriez si vous étiez, je dirais, tout seul. Voilà. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Voilà. C'est qu'on vous aide sur des projets. Ok. Merci à tous. Et puis, ben, à bientôt alors. Bonne journée. Merci Bonne à journée, tous. à Bonne très bientôt. journée. Au Au revoir. revoir.